Hey les amis, bonjour, comment allez-vous? Écoutez, je fais cette vidéo, ça fait un moment que j'ai pas publié, bon, un moment non, mais quelques jours quand même que je n'ai pas publié de vidéo. C'est tout d'abord parce que je n'avais rien à dire hein, pour tout vous dire, mais en plus parce que je faisais un peu autre chose, sans forcément grand intérêt, mais plus précisément, je n'avais vraiment pas grand-chose à dire, donc j'ai fait le choix j'ai fait le choix de ne pas publier une vidéo pour publier une vidéo, parce que finalement, ça ne sert à rien du tout. Alors, je voulais vous parler ici de la... En fait, il y a une division au Cameroun en ce moment, apparemment. C'est ma meilleure amie qui m'a... En fait, c'est une de mes meilleures amies qui m'en a parlé et qui m'a tenu informée de cette situation. Dans la région, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Cameroun. Donc, vous avez le grand nord du Cameroun et vous avez l'ouest du Cameroun qui est juste, à l'ouest. Et donc, l'ouest du Cameroun où je suis originaire, en fait, vous avez donc le grand nord, vous avez l'est, vous avez donc le Cameroun et vous avez le grand sud tout en bas. Mais il se trouve que dans l'ouest actuellement, il y a donc ce grand problème qui oppose, d'ailleurs qui avait déjà opposé les Bamenda, la zone anglophone du Cameroun, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que le Cameroun soit l'Afrique en miniature. C'est quoi l'Afrique en miniature? C'est dire que tout ce qui se trouve en Afrique se trouve au Cameroun. C'est-à-dire que vous chercherez un climat en Afrique, vous trouverez le même au Cameroun. Vous chercherez une diversité ethnique, vous trouverez le même au Cameroun, la même au Cameroun. Vous trouverez une diversité raciale. J'insiste sur le fait parce que tous les Camerounais ne sont pas noirs. Hein. Faut reconnaître qu'il y a des Camerounais qui sont des Arabes Shoah, qui sont des personnes blanches de peau, qui ressemblent à des personnes maghrébines. En fait, vous allez les trouver au Cameroun. Si vous cherchez un endroit où il neige en Afrique, vous allez trouver au Cameroun, il neige naturellement sur le mont Cameroun et un tout petit peu dans l'ouest profond du Cameroun, à Tchang aussi. Il arrive quelquefois de trouver quelques précipitations neigeuses. Et en effet, je vous cite tout ceci, je peux continuer la liste, elle est très très longue. Si vous cherchez une diversité géographique, au Cameroun, vous allez trouver. Vous avez toutes sortes de climat, de végétation au Cameroun. Vous avez le Cameroun regroupe à la fois la forêt, la savane, la steppe, tout ce que vous voudrez, vous trouverez au Cameroun. Et au Cameroun également, vous allez vous trouver la diversité de la faune. Vous savez que le Cameroun est un des pays qui composait jusqu'ici, hein, malheureusement avec la chasse, les braconniers ont énormément chassé des animaux au Cameroun, mais la diversité aussi de la faune, vous en trouvez au Cameroun, et la diversité de la flore, c'est-à-dire que toutes les plantes d'ailleurs que vous trouvez partout en Afrique, vous trouvez au Cameroun, d'ailleurs que il fut un temps où on disait que Edea, donc c'était l'ancien Éden, bon moi je suis pas trop pour cette question parce que bon, il existe aussi Adamawa, où on peut dire Adam et Hawa, donc vous comprenez très bien que moi je suis pas forcément... alors je ne suis pas forcément partante pour cette idée qui divise profondément mon opinion personnelle. C'est une opinion qui n'a pas été consultative. Donc ça, c'est ce que je pense. Et donc à Edea, vous avez le jardin botanique d'Edea où vous avez toutes sortes de plantes qui existent peut-être dans le monde entier. Vous trouvez toutes ces plantes dans le jardin botanique, d'Edea au Cameroun. Et donc, vous avez aussi Adamawa qui est dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, la province d'Adamawa, tout le monde dit que ça s'appelle Adamawa parce que c'est où se trouvait le jardin d'Éden. Bon, il faut que je vérifie s'il y a des sources qui sont divisées par 4.
Alors, s'il y a 4 sources à Adamawa, ou si 4 sources ont déjà existé, ça veut tout simplement dire que oui, que c'est là que Adam et Ève donc, vivaient. Et bon, franchement, je n'en suis pas très sûre, mais j'ose croire que ce soit la vérité. Alors, je ne vous parle pas du Cameroun pour vous parler de la diversité seulement du Cameroun, même si je m'en vais compléter par la diversité historique du Cameroun. Au Cameroun, l'histoire du Cameroun est très vaste et variée. Donc, je n'ai pas forcément envie de parler de cette histoire ressemblante qui, en réalité, ressemble à toutes les autres histoires que nous rencontrons dans le monde, les révolutions, les stratégies sociales, politico-sociales que je peux décrire en plusieurs leviers, mais c'est pas le but, vous voyez, parce que je vous situe un tout petit peu le Cameroun pour que vous puissiez savoir de quoi je vous parle. C'est-à-dire que je pointe plus cette diversité plus que la géographie et tout le reste. C'est-à-dire que je vous parle de l'Afrique en miniature dont le Cameroun porte le nom et qui, même à l'école, quand les gens ont étudié au Cameroun, en fait, on vous enseigne aussi que cette diversité, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature et c'est strictement la vérité. Si je vais m'appuyer sur cette question, c'est qu'au Cameroun, quand on parle aussi de la diversité linguistique, je peux vous dire qu'au-delà des langues étrangères qui sont enseignées à l'école, c'est-à-dire au Cameroun, les Camerounais vont étudier déjà les langues principales, qui sont les langues de base, les dialectes. Au Cameroun, il y en a plus que 300 et quelques variétés. Je ne sais pas si vous comprenez, 300 et quelques dialectes. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la portée linguistique qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire que vous sortez j'en ai discuté avec des personnes d'autres pays, comme par exemple des Philippiens qui m'ont dit que exactement dans leur pays aussi ça se passait exactement de la même façon. Mais le Cameroun est particulier. C'est-à-dire qu'à l'ouest du Cameroun, par exemple, qui regroupe exactement, bon, disons que les mêmes peuples vivent souvent côte à côte, mais c'est très particulier. C'est-à-dire que vous sortez du Cameroun là, à le kilomètre suivant, il y aurait quelqu'un qui parle une autre langue. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple sur ma propre personne, en fait, moi, je suis Bamileke d'origine, et ma mère, en fait, mon père et ma mère ne sont pas du même village, pourtant ce sont des Bamileke. Donc, ma maman, elle était, paix à son âme, vous savez, j'ai perdu ma mère dans tout ça. Ma mère était de Bafoussam. Alors, Bafoussam, c'est la province, comment dire, c'est le chef-lieu, voilà, de la province de l'ouest du Cameroun. Et donc, il y a Bafoussam. Et après Bafoussam, il y a, Banjoun. Alors, moi, je vivais à l'époque à Bafoussam avec mon père et ma mère, puisque mon papa travaillait à la Socada. Au Cameroun, c'est une entreprise française qui construisait des voitures Peugeot. Je ne sais pas si elle construisait, si elle revendait ou pas, mais je sais que mon papa travaillait à la Socada. Et donc, la Socada était implantée à Bafoussam. Bon, Banjoun, alors Bafoussam et Banjoun, en fait, se trouvent juste, c'est un peu comme, voilà, on sort de Bafoussam, on arrive à Banjoun. Et moi, ma maman était de Bafoussam, on vivait à Bafoussam, et moi, je suis née à Mbo, donc à quelques minutes de Bafoussam, et même Mbo se trouve à Banjoun. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et je peux vous rassurer qu'à la fois, ce sont des personnes qui s'entendent très bien, mais à la fois, les Bamileke sont des personnes très, je sais pas, très, c'est pas distinctive, mais ce sont des personnes très réalistes. C'est-à-dire que ce sont des personnes très réalistes. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas qu'on se serve de ce que je dis pour aller attaquer des gens qui n'ont rien fait du tout. Mais tout ce que je veux apporter ici, c'est une façon de dire que les Camerounais ont toujours vécu en paix. Eh bien, moi, je vais redire ça parce que c'est ultra important. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui m'accusent, disant que je suis ségrégationniste, disant que je sois raciste, ce qui n'est pas le cas. Je ne peux pas l'être parce que moi, je connais la négativité du racisme que j'écris, sur laquelle j'écris souvent.
Et quand je découvre moi-même les mots que j'écris, je parviens en fait à m'en rendre compte que être raciste, en fait, c'est simplement une maladie mentale qu'il ne faut pas porter. Bon, je pourrais peut-être venir sur le sujet, mais ce n'était pas le but. Le but, c'est déjà de parler de l'ouest du Cameroun et vous dire tous les conflits qu'on rencontre. Donc, au Cameroun, donc, avec cette proximité entre les gens, d'un village à un autre, les gens sont ensemble, les gens vivent ensemble. Et si pendant très longtemps, les Bafoussam ont été considérés, malgré leur position en tant que chef-lieu d'une province, de toute une province, les Bafoussam ont été souvent considérés comme des personnes qui je sais pas, un peu les campagnards, quelque chose comme ça. Ça ne change rien de la réalité. En vérité, c'est... On peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est pas le problème. Les Bafoussam s'en fichaient. Et comme je pense de ma mère, je pense à ma mère qui disait, oui, on parle le Banjoun, alors que le Banjoun, mais pourtant, ce sont des gens qui s'aiment bien. Vous regardez, moi, ma maman, elle était de Bafoussam et mon père est de Banjoun. Moi, je parle les deux langues. Je parle aussi d'autres dialectes à Bafoussam, mais les Bamileke sont des personnes, bien sûr, avant, ils étaient très fermés, mais ce sont des personnes aujourd'hui qui sont très ouvertes. Les Bamileke ont toujours partagé leur vie, leur vie sociale avec des personnes qui viennent de toutes parts, hein, de toutes parts. Quand je dis toutes parts, ce n'est pas simplement au Cameroun, mais qui viennent aussi de toutes parts en Afrique. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, il y a des gens qui veulent détruire la diversité du Cameroun. Ils ne veulent plus qu'on appelle le Cameroun le continent. Ils ne veulent plus qu'on dise que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. En fait, sans connaître la raison, en fait, les Camerounais ont toujours vécu avec cette double identité. C'est-à-dire que, quand je dis double identité, attention, je parle d'une identité linguistique et je signale. Par ailleurs, le Cameroun a été colonisé par la France et par l'Angleterre. Et le Cameroun à l'école étudie des langues étrangères comme l'Allemagne, l'espagnol et certains étudient aussi le latin. Le problème qu'il y a dans cette région du Cameroun, c'est que nous, aujourd'hui, au Cameroun, quand je dis nous, je me cite vraiment avec beaucoup de détermination. Hein. Je n'oublie pas mes engagements et mes responsabilités en tant que Française, mais je me cite avec beaucoup de détermination parce que je m'en suis rendu compte qu'il y a des gens qui se sont arrangés à détruire en fait cette identité camerounaise selon laquelle le Cameroun, il s'appelle le continent. Ils appellent le Cameroun le continent. Ça me fait trop rire. C'est trop marrant parce que bon, il faut quand même réfléchir. Il faut quand même penser pour dire oui, l'Afrique c'est le Cameroun en miniature, mais en même temps appeler le Cameroun le continent. C'est trop marrant. Seulement c'est le cas. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Le Cameroun a connu son indépendance depuis les années 1960. Bien sûr que le Cameroun a toujours vécu sous protectorat français. Mais depuis quelques années, tout d'abord, il y a eu une déstructuration de l'équilibre de tous les pays africains. On a connu le génocide du Rwanda. Et quand on situe les cas, vous allez voir que tout ce que je vous situe, c'est compris entre 30 et 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on va situer ces événements entre 20, 30 et 40 ans maximum. Donc, on va situer ces événements-là de façon à percevoir en fait un sens très très spécifique à la réalité de tous les événements qui se déroulent en Afrique et au Cameroun. On a connu toutes les émeutes qu'il y a eu en Afrique, mais avant ça, il y a eu des particularités. La première particularité, ça a été le génocide du Rwanda. Quand je parle du Rwanda, je sais que ce n'est pas au Cameroun, mais je cite quand même pour que vous puissiez comprendre un peu et situer les dates pour voir tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et au Cameroun, il y a eu je ne sais pas si vous avez été informé de ça, il y a eu la bombe qui avait été placée dans le lac Nyos, qui a fait des victimes et des victimes. Et pendant que les Camerounais étaient en deuil, en train de pleurer leur mort, les personnes qui tombaient, qui mouraient à cause des effets nucléaires, parce qu'une bombe nucléaire avait été testée dans le lac Nyos au Cameroun, en fait, il y avait des gens comme ça qui étaient là avec leurs petites feuilles de papier, qui, pendant que les morts tombaient à leur côté, en fait, elles étaient en train de relever les effets. En fait, je sais pas, faire une sorte d'audit
sur les effets de la bombe et sur leur puissance. Et voilà que le Cameroun a perdu de milliers de gens. Pendant des jours et des jours, des personnes n'étaient pas sorties de chez elles. Et malgré tout, quelques temps après, le calme est revenu, mais ça ne change rien. Les Camerounais restent et pensent encore à cette histoire-là qui avait vraiment causé un grand tort au peuple camerounais. Ceci étant, on a continué nos vies en tant que jeunes filles. Vous connaissez mes positions comme je les défends. Je ne les défends pas parce que j'ai envie de les défendre. Je les défends parce que moi, je suis une jeune fille, une jeune femme. Non, je ne suis plus une jeune fille. Je suis une femme. Mais je défends ces positions parce que j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je connais le Cameroun. Pas tout le Cameroun, parce que bon, la première fois où j'ai été à Yaoundé, j'avais déjà plus de 18 ans. Mais je connais le Cameroun parce qu'au Cameroun, en fait, on a grandi en tant que des jeunes filles indépendantes. Je ne dis pas que on faisait de la prostitution, non, pas du tout. Non, ça n'était pas dans nos mœurs. Mais on était des jeunes filles modernes. Quand je dis moderne, c'est-à-dire que on avait Naturellement, pour les gens qui me connaissent, ils vont dire oui, elle avait dit oui, d'accord. J'ai été, après tout mon état de souffrance, j'avais été adoptée, recueillie par un oncle qui avait une certaine position sociale, chez qui j'avais tout ce qu'il fallait, une télévision, un magnétoscope à l'époque, et on avait même 2 voitures, on partait me déposer, on sortait en voiture, on avait des amis renommés de la ville, oui, d'accord. J'ai connu les 2 phases, la phase de la pure pauvreté, et la phase de la stabilité, de l'équilibre, puis de l'équilibre financier jusqu'à un certain moment. Ça n'a pas été tout le temps comme ça, mais je remercie mon oncle Papa Olivier, qui est pour moi quelqu'un de très très important dans ma vie, qui m'a accueilli en ce moment-là. Bon, ça c'était pas le sujet. Bon, c'est pas parce que je vais passer sur son nom, je m'excuse. Mais non, c'est pas ça. Ce que je vais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi les gens veulent détruire un équilibre qui a toujours existé. Depuis l'indépendance du Cameroun, le Cameroun a toujours avancé, émergé, avec cette structure-là de la création de son socle social par des réponses de collaboration avec tout le monde. Nous avons grandi, on a vu, on était des jeunes filles très très épanouies dans notre jeunesse. On avait les grandes sœurs, les grands frères du quartier qui nous voyaient, qui nous donnaient un peu d'argent pour nous conforter, pour nous motiver à aller à l'école, ainsi de suite. Mais depuis quelques années, il y a des gens comme ça qui ont décidé de venir détruire le Cameroun. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a moins de 15 années. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'avère que au Cameroun, quand on arrive à Bafoussam, et à l'entrée, aujourd'hui, ça s'appelle la gare routière de l'entrée de Bafoussam, en fait, à cet endroit même, il y avait un très, 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 très grand arbre qui s'appelait Foham. Si vous faites la liaison avec l'histoire biblique, vous allez voir qu'on dit qu'Abraham s'appelait avant de s'appeler Abraham. Mais cet arbre-là, cet endroit spécifique, quand on empruntait un taxi, on disait que cet arbre s'appelle Foham. Et donc, on s'arrêtait, on disait à quelqu'un Foham, et le taxi nous a s'arrêté là-bas. Il y a quelques années, en fait un peu plus d'une dizaine ou quinzaine d'années, voilà que cet arbre a finalement été abattu. Un grand arbre comme ça qui a été abattu. On ne comprenait pas, c'est un arbre qui a résisté. Ils ont abattu l'arbre. Mais ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'ils ont abattu cet arbre et qu'ils sont partis, les problèmes ont commencé. On a commencé à rencontrer des difficultés partout. On a commencé à avoir un certain déséquilibre un peu de partout. Moi, je ne vais pas citer, je ne vais pas entrer dans des détails. Ce sont des détails qui me sont très personnels. Et on se demande pourquoi on peut venir abattre un arbre qui ne dérange personne. Pourquoi des gens peuvent venir abattre un arbre qui existe depuis des millénaires. Et il y a des gens comme ça qui sont venus décider d'abattre cet arbre. Un peu comme si les gens dissimulaient des traces bibliques dans le Haut-Cameroun. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Un peu comme si les gens étaient en train de dissimuler les traces bibliques au Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent
on ne veut pas de foham, de l'arbre qui s'appelle foham ici. On se demande pourquoi cet arbre a toujours vécu là, elle n'a jamais dérangé personne. Il y avait des gens qui venaient là-bas verser leurs huiles, faire leurs sacrifices, parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est une coutume qui a été transmise de génération en génération. Seulement, il y a des gens qui sont venus détruire cet arbre. Maintenant, lorsque on réalise un peu aujourd'hui la division du Cameroun, on voit à peu près ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé à Bamenda. Bamenda, dans le sud-ouest du Cameroun, toute cette partie, c'est la partie anglophone du Cameroun. C'est-à-dire que vous sortez de l'ouest et vous entrez dans le sud-ouest. À partir du moment où vous y êtes, en fait, vous allez parler l'anglais. Vous ne parlez pas une autre langue, ou le pidgin. Donc, vous êtes obligé de parler l'anglais. C'est pour cette raison qu'au Cameroun, les Camerounais essayent d'être bilingues parce que, de toutes les façons, ce sont les deux langues qui sont les langues dominantes. D'ailleurs, le Cameroun fait partie des pays à la fois du Commonwealth et à la fois de la francophonie parce que, justement, ça fait partie de son identité puisque c'est un des pays à travers le monde, comme par exemple comme certains pays, comme je crois c'est la Suisse ou le Canada, qui ont plusieurs langues. Et le Cameroun, en fait, en fait partie de celle-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi, avec tous les pays que les gens ont dans le monde, on va venir détruire la stabilité du Cameroun, alors qu'en réalité, le Cameroun n'a rien fait du tout. Tout simplement parce que le Cameroun porte une identité. Mais c'est très extravagant ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine prépondérance de la haine qui s'est développée contre le Cameroun et on n'arrive pas à comprendre pourquoi le Cameroun aujourd'hui doit subir. Et c'est ça quand même qui est une réalité. Donc chacun doit se poser. Oh, Bamenda, toute la zone sud-ouest a été, il y a quelques années, je crois il y a une... C'était pendant le premier mandat du président Trump. En fait, il y a eu une guerre à Bamenda, dans le sud-ouest du Cameroun. Il y a eu des milliers de morts. Mais quand on pose la question aux Camerounais de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les Camerounais ont une position claire. On ne sait pas et on ne veut pas être divisés. Les Camerounais ont toujours cette position et les Camerounais restent sur cette position qui me conforte, qui conforte mon approche par rapport au respect profond que j'ai pour ce pays. Parce que je vous parle de mon oncle Papa Olivier, il avait eu une fiancée qui était de Bamenda. Sa fiancée était de là. Ça ne nous a jamais posé de problème. Nous avons toujours vécu comme ça avec cette personne, d'ailleurs que j'aimais beaucoup, sans problème. On n'a pas de problème avec les personnes qui parlent anglais au Cameroun, ou encore avec les Arabes du Cameroun. Au Cameroun, il y a des Arabes. Les Camerounais n'ont aucun problème avec une diversité quelconque. Parce que le Cameroun, c'est en fait le siège, le plateau, c'est la structure même de la diversité. On ne peut pas se permettre de créer une division au Cameroun. Envers qui? Envers quel peuple? Envers quelle histoire? Envers quelle diversité? On trouve toutes sortes de diversités au Cameroun. Donc, mais le Cameroun aujourd'hui est victime d'un certain dénigrement qui ne peut s'expliquer. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai appris il y a quelques jours qu'à l'ouest du Cameroun, dont je vous parlais de l'ouest, à côté, il y a une ville, il y a un village, en fait une ville, qui s'appelle Bamoun. Aujourd'hui où je vous parle, les Bamoun qui sont des Bamilékés, mais qui ont été colonisés par des musulmans, se réclament ne pas être des Bamilékés. Mais ce n'est pas parce que les Bamoun se réclament ne pas être des Bamilékés, ce n'est pas que c'est vrai. Mais c'est faux. Quand on regarde les tissus traditionnels des Bamoun et des Bamilékés, en fait, on a exactement le même tissu traditionnel. Je vais sortir en fait des exemples, je vais vous montrer et puis même vous-même vous allez voir. Regardez quand vous regardez ce collier, en fait c'est un collier camerounais, c'est un collier bamiléké, très très bamiléké. C'est un collier bamiléké. Et ce collier que vous voyez ici, en fait le même collier est porté par les rois Bamoun, pas parce que les Bamoun ont été colonisés par les Bamilékés, non. Non, pas du tout. Mais parce que les Bamoun sont les Bamilékés. Ce sont les Bamilékés et les Bamoun savent qu'ils sont des Bamilékés. Donc aujourd'hui, personne ne peut aller nous dire que
les Bamouns sont les Bamouns et les Bamileke sont les Bamileke. C'est un seul et même peuple. Et d'ailleurs, on n'a pas à diversifier au Cameroun. Tous les Bantous du Cameroun sont des frères et des sœurs. Il y a eu des égyptologues qui disaient que dans la plupart des langues bantoues, tout le monde appelait pied quoi. Quoi? C'est-à-dire que même chez les Bassa, les Bakoko, les Douala, ainsi de suite, quand j'entends un Douala du Cameroun dire Mouna Sawa, on peut dire oui, c'est Douala, mais récemment, j'ai un réflexe qui dit mais Mouna, c'est le Douala en dialecte Douala, et Mouen, c'est l'enfant en langue Bamileke. Quelle est la différence? La structure déterminante de la prononciation est exactement la même. Je ne suis pas en train de faire la comparaison ou encore en train de rechercher une certaine similitude entre les Camerounais. Mais je le dis exactement pour n'importe quel peuple qui peut ressentir ces menaces. Le Cameroun est devenu depuis un moment donné la cible d'une détresse que je ne comprends pas. Aujourd'hui, les Bamouns, en fait, il y a eu une sorte de rébellion. Quand cette rébellion commence chez les Bamouns, alors je vais prendre un certain tempo pour dire ce que j'ai à dire. Comme vous pouvez savoir, au Cameroun, justement à Bamoun, Fumban, qui est le chef-lieu du sud-ouest, je crois, non, je ne sais pas s'il fait partie du sud-ouest ou pas, en fait c'est la grande ville qu'on y trouve. En fait, ce qui se passe, c'est que à Fumban, il y a un des plus grands palais royaux du Cameroun. Et ce palais royal, jusqu'ici, c'est-à-dire que la collaboration avec l'Occident, ce palais royal avait abrité des œuvres d'art qui existaient depuis de millénaires. Ce palais royal conservait ses œuvres depuis des années. Il y a quelques années, quand je dis quelques années, je vais minorer, hein. On ne parle pas d'une dizaine d'années, on parle de vraiment quelques années. Il y a une sorte de révolte à Fumban, comme vous dit que il faut que les Fumbanais sortent les œuvres d'art de Fumban et les exposent dans un musée. On dit, mais attends, le plus grand musée de Fumban, c'est le palais. Donc si on doit garder des œuvres quelque part, ça doit être au palais, et ce qui est logique. Mais il y a eu des gens comme ça qui ont créé une rébellion à Fumban pour qu'on sorte les œuvres d'art à Fumban dans le palais royal du sultan Joya pour mettre dans un musée. Moi, je n'ai pas suivi les événements parce qu'entre-temps, apparemment, le problème s'était réglé. Mais apparemment, non. Et quelque temps après, on a réalisé que, vous savez que l'histoire à Fumban, il y a une histoire qui est très spéciale. On dit que les Fumbanais sont les serpents à deux têtes. Mais quand on pense à l'histoire des Fumbanais et quand on rapproche cette histoire à l'histoire biblique, on se rappelle au moment où dans le désert, les Hébreux se sont entêtés contre le prophète Moïse et contre le prophète Aaron parce qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire. Alors Dieu leur a demandé, Dieu a envoyé des serpents pour les mordre parce qu'il était en colère. Mais ensuite Dieu a dit, ok, bon, puisque vous avez été punis, je ne vais pas que les morsures des serpents vous tuent. Il a demandé au prophète Moïse de fabriquer un serpent en forme de bronze, pas pour adorer le serpent, mais pour fabriquer le serpent pour que tous les Hébreux qui regardaient le serpent en bronze soient guéris. C'est pour cette raison que quand on me parle de la question de la fabrication des objets d'art, des images, moi je dis tant que ce n'est pas pour adorer, ça reste discutable. Parce que Dieu lui-même dit au prophète Moshe de fabriquer ce serpent en bronze, non pas pour l'adorer, parce que Dieu déteste quand on adore les objets, parce qu'on se dénigre nous-mêmes, nous sommes au-dessus des objets, mais pour que quiconque regarde cet objet, ces serpents, soient soignés. Et donc les Bamouns ont conservé ces traditions. Et certains disent que les Bamouns sont les serpents à deux têtes, ainsi de suite. Bon, tout ça. Donc il y avait toujours ce symbole Bamoun, à Bamoun.
que les gens conservaient et ça faisait partie de leur histoire. Depuis un moment, en fait, il y a eu des gens comme ça qui sont venus s'asseoir sur Bamoun, donc sur ce peuple, et qui ont décidé de fabriquer au-dessus de palais deux énormes têtes Mais quand vous voyez ces serpents, ce sont des choses horribles. Ce sont des choses détestables. En fait, quand vous regardez le palais aujourd'hui, ce n'est plus le beau palais qui présentait un petit serpent en bronze avec deux têtes. Non, ce sont des gros morceaux de têtes, d'images taillées de serpents avec des grosses croques comme ça qu'ils ont déposées devant le palais du sultan Joya à Fumban. Ce qui est détestable, ce qui est déshonorable. Parce que franchement, il n'y a pas de raison à ce que cela soit. Si quelqu'un ne veut pas venir à Fumban, mais que la personne ne vienne pas. Parce que les Camerounais eux-mêmes visitent ce palais. Chaque année, les Camerounais sont plus nombreux que les étrangers, que les touristes et étrangers et étrangères à visiter ce palais parce que c'est un patrimoine national. Et vous avez des gens comme ça qui arrivent et qui vous disent comment vous allez faire avec vos objets d'art, avec votre culture, avec votre ethnie. Et aujourd'hui même à Bamoun, pendant que je vous parle, ils ont décidé à Bamoun de chasser tous les Bamilékés qui avaient des terres à Bamoun. Et on se dit, mais dis donc, on a toujours tout partagé. On a toujours tout partagé. Pourquoi cela va se passer à Bamoun? On ne comprend pas. Mais il n'y a pas de raison à ce que cela soit. Parce que il faut apprendre que il y a des gens qui ont pour but de diviser et de séparer d'autres. Mais il n'y a pas de raison. On crée. Est-ce que les problèmes de la domination me posent un problème? Oui et non. D'abord oui, parce que ça dérange des pauvres innocents et des pauvres innocentes qui n'ont pas à subir. Comme aujourd'hui les Bamouns qui font partie. Les Bamouns qui ont toujours vécu avec des Bamilékés parce qu'ils sont un seul et même peuple. Mais qui aujourd'hui sont obligés de devenir xénophobes contre leurs cousins et leurs cousines. Dans ma famille, j'ai un de mes oncles qui s'appelle Emma Charé. Emma Charé, tonton Emma Charé, c'est mon oncle direct. En fait, direct, chez nous, on est des frères et des sœurs. C'est mon grand frère. Donc, tonton Emma, sa maman est de Bamoun. Mais on n'a jamais, en discutant ensemble, évoqué cette division, cette différenciation. Jamais, ça n'existe pas. Nous avons toujours vécu ensemble. Toujours fait des choses ensemble. Et je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas continuer aujourd'hui. Et moi, j'invite le peuple Bamoun, j'invite tous les Camerounais, tous les représentants camerounais, toutes les forces politiques du Cameroun de ne pas accepter cette division. Et d'ailleurs, moi, je porte ce message à une échelle beaucoup plus haute et beaucoup plus grande pour dire aux gens, là où vous vivez, n'acceptez pas qu'on divise vos peuples. C'est à partir de la division qu'on vous fragilise. Parce qu'on fait tout pour que vous ne soyez pas ensemble. Parce que depuis peu, ils ont envie de coloniser toute la zone Bamiléké. Et comme ils veulent coloniser cette zone, ça les arrange d'abord de séparer d'autres personnes. Parce que les Bamouns ont été islamisés. Donc ils ne veulent pas que les musulmans s'en mêlent. Alors puisque si les Bamilékés sont isolés, ils vont pouvoir les maltraiter comme ils veulent. Mais moi j'ai confiance en Dieu. Je vous rassure, moi, Karine, Akamdom Aka, j'ai confiance en Dieu. Parce que de toutes les façons, je sais une chose, l'homme propose et Dieu dispose. Ça, c'est la vérité. Il y a des années, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit une chose que tant que j'ai confiance en Dieu, moi, je n'ai aucune crainte. Et c'est la vérité. Les Bamilékés n'ont rien fait. Parlons de cette histoire. C'est-à-dire que historiquement, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du fleuve qui sépare les Bafoussam, les Bamilékés et les Bamoun, qui sont des cousins. Enfin, à Bamoun, qu'on appelle Goshio, parce que Goshio, on dit Godam Goshio. Si tu vois, on voit aussi à Goshen dans la Bible, on peut aussi créer une similitude biblique parce qu'à Bamoun, il y a un endroit, quand les Bafoussam partent de Bafoussam pour dire qu'ils partent à Bamoun, ils disent Godam Goshio, Goshio, voilà, Goshio, je m'en vais à Goshio. Et ma mère avait cultivé une petite plantation là-bas qui lui avait été donnée par sa cousine pour qu'elle agrandisse en fait
sa surface de plantation. Un champ qu'elle a laissé après parce que ça lui faisait elle avait trop de contraintes et elle gagnait moins et ça ne lui rapportait pas grand chose. Donc elle a dû laisser tomber. Mais on a toujours eu des champs là-bas. On n'a jamais eu de problème. Et quand on regarde la réalité, on voit que, en fait, quel est le problème? Ça va au-delà, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a ce fleuve qui s'appelle le Noun. Le Noun, voilà. Ça, c'est vraiment, je crois que ça, c'est le nerf de la guerre. Ce fleuve Noun, les égyptologues qui ont fait de grandes recherches racontent que pour que le peuple bamiléké se divise du peuple bamoun, en fait, il s'est avéré que quand ils avaient subi l'exode et quand ils sont arrivés au Cameroun, en effet, ils ont vécu à Bamoun. Donc, ils ont traversé le désert du Sahara et ils sont arrivés, ils ont traversé tout le Grand Nord et naturellement Adamawa. Et ils ont traversé tout Koutaba, ainsi de suite. Ils sont arrivés à Bamoun. À Bamoun, ils sont restés, ils se sont donc implantés à Bamoun et il y a eu un palais. Donc là, c'était là où il y avait eu le premier temple Bamoun. Le premier temple de l'ouest du Cameroun a été construit à Bamoun. Mais quand les musulmans sont arrivés pour les islamiser, il y a eu certains qui sont restés, mais les Bamilékés, qui aujourd'hui forment le peuple bamiléké, ont quitté Bamoun et ont décidé de traverser le Noun malgré tout ce qu'on raconte. C'est un fleuve au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, qui n'est pas très très grand, mais qui regroupe toutes sortes d'histoires effrayantes que vous pouvez entendre. Il y a des crocodiles dans ce cours d'eau, il y a des hippopotames, il y a toutes sortes de bêtes sauvages dans cette eau. Et donc on dit que quand les Bamilékés sont arrivés au bord de ce cours d'eau, en fait, certains disent que le cours d'eau s'est ouvert, ils ont traversé. Et d'autres disent qu'il y a eu un énorme serpent. J'ai peur des serpents, donc c'est pour ça que je fais ça, c'est ma phobie. Mais je suis obligée de me concentrer pour dire ça, parce qu'il ne faut pas que je pense à tout ça. C'est ma phobie. Donc, c'est comme ça que les Bamilékés ont traversé pour partir construire le peuple Bamiléké aujourd'hui, qui s'est implanté à l'ouest du Cameroun. Voyez-vous? Donc, il y a le Noun. Et quand on lit la Bible, on peut localiser ce que je dis sans trop d'entrave. Parce qu'on sait que Josué, qui a succédé à Moïse et qui a conduit le peuple hébreu jusqu'à la terre promise, on l'appelait comment? Josué, fils de Noun. Et le Noun c'est le fleuve qui se trouve au Cameroun et qui divise Bamoun et Bafoussam. Parce que quand on sort de Bamoun, de Bafoussam, en fait, Bamoun et Bafoussam sont collés. C'est-à-dire que ce sont des villes très, 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 très rapprochées. Ce sont des villes très proches. Ce sont des villes, c'est le même village, c'est le même village. Seulement, il y a le pont qu'on a construit avec le temps. Et donc, on traverse le pont pour entrer dans la zone Bamoun. Les Bamoun viennent chez les Bafoussam. Les Bafoussam vont chez les Bamoun. Les Bamoun viennent travailler à Bafoussam parce que Bafoussam, c'est le chef-lieu de la province de l'Ouest. Les Bafoussam et les Bamilékés vont cultiver la terre chez les Bamoun parce que les Bamoun ont des terres qui sont réputées être plus fertiles. Et je pense que c'est peut-être à Bamoun, que je ne me trompe pas, que le Photo Victor, paix à son âme, avait toute sa plantation d'exploitation agricole de haricots verts. Je crois que c'est à Bamoun. Parce que la terre est très très sombre à Bamoun. Et comme elle est au bord du Noun, qui entoure presque Bamoun, en fait, la terre est très fertile. Et elle n'est pas aussi argileuse que la terre de l'ouest du Cameroun, qui est très très rouge et qui est très argileuse. Non, elle est plutôt sombre. C'est une terre très noire et très sablonneuse. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours vécu ensemble. Ils n'ont jamais eu de problème. Alors moi, je suis tellement surprise par ce subit désagrément qui se déroule dans cette ville. C'est vraiment terrible. On a l'impression que dans le monde aujourd'hui, en fait, il se passe des choses. En fait, toutes les conséquences sociales qui ont été fabriquées se répercutent sur le monde. Et on regarde aujourd'hui, on se dit, je vais vous dire une vérité. Si vous entendez un conflit au Cameroun,
Ça n'est même pas de la volonté des Camerounais. Les Camerounais ne sont pas les gens qui veulent la guerre. Les Camerounais sont un seul et même peuple, malgré leur diversité, malgré leur division, malgré tout ce qu'on peut entendre et dire. Les Camerounais savent et reconnaissent qu'ils sont un seul et même peuple. Ce sont des personnes qui sont ouvertes à la diversité, qui comprennent les gens. Les Camerounais sont des gens qui intérieurement savent qu'une personne étrangère est une personne et n'est pas une étrangère. Je vous dis ça. Vous savez que c'est à l'ouest du Cameroun qu'il y a un roi Bamileke, un roi Mbanganté, paix à son âme, qui a épousé la reine blanche dont on entend et qui est une Française, qui s'est mariée là-bas et qui vit là-bas avec ses coépouses. Et si vous allez dans ce village, vous la trouvez jusqu'à maintenant, malgré la mort de son mari, elle a préféré rester là-bas, mais elle n'est pas retournée en France. Elle a préféré rester au Cameroun, donc on l'appelle la reine blanche du Cameroun. Ça fait des années, de dizaines d'années qu'elle vit là-bas. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de ségrégation. Eh bien moi j'appelle cela à quoi? À la résonance du réveil mental. Et j'insiste sur le mot résonance parce que cette résonance-là, elle ne sonne pas simplement comme un appel à la haine, mais comme à la logique de l'autre, de la compréhension de l'autre. Quand je vois un pays comme le Cameroun qui est capable d'être une terre d'accueil, d'avoir toute cette diversité qui aurait pu diviser le Cameroun, mais le Cameroun est resté ferme sur sa position de personne, de peuple accueillant, de peuple aimant. On regarde aujourd'hui les divisions qui se trouvent au Cameroun et on comprend que c'est une volonté qui est très ciblée. Il y a quelque temps, à Banjul, il y a eu des gens qui sont venus demander aux Banjounais, créer un petit groupe de jeunes gens, leur demander de déterrer les squelettes des morts. Donc, les jeunes se sont mis à déterrer les squelettes des morts à Banjul, donc le village de mon papa. Seulement quelques temps après, les jeunes ont été obligés de dénoncer à la police parce qu'ils ne comprenaient pas. On leur disait, va déterrer celui-là, va déterrer ici, va déterrer, on leur promettait des millions qu'ils n'avaient pas, comme d'habitude. Parce qu'à force de promettre les millions aux gens, il faut devenir des voleurs pour satisfaire les autres. Parce qu'avec toutes les personnes à qui on dit, ah oui, non, mais si tu entres dans une secte, voilà, tu auras ceci ou cela, c'est beau. Mais on peut simplement t'inviter dans une association pour que tu contribues à l'élévation, au progrès de l'association, ou à son élévation, peu importe ce qu'on veut, mais sans te promettre des millions. Naturellement que quand tu es dans une association, tu entres dans une position fortifiée qui te permet de collaborer avec des gens avec qui tu mets en place une chaîne d'entraide. Non pas pour faire des choses fausses, mais pour faire des choses équitables qui sont censées t'apporter, répondre à tes besoins et ainsi que les besoins des membres qui en font partie. Les divisions ne servent à rien du tout. Vous savez, quand je regardais un peu ce qui se passe avec l'Angleterre, aujourd'hui, avec la situation de Meghan, où le prince Harry a été presque chassé de son pays d'origine comme s'il était un truand, moi je me dis que il y a quelque chose dans le monde qui ne tient pas, qui n'est pas normal. Et la plupart des personnes qui gèrent la conscience d'autres doivent réussir à mettre en place une certaine logique du respect de l'autre. Hier, je suis en train d'écrire et on me dit, on t'invite à aller voir les pays du Commonwealth. J'ai été regarder les pays du Commonwealth qui étaient plus d'une centaine à l'époque. Aujourd'hui, apparemment, le nombre a diminué. Mais parmi ces centaines de pays, il y a plus d'une cinquantaine de pays africains ou noirs où les personnes, où ces pays abritent des peuples noirs. Quand on prend le cas de Meghan qui est métisse et que des gens ne l'ont pas accepté, non pas parce que c'était des Anglais, mais parce que c'était les groupes de la fabrication des consciences, de la destruction des consciences qui ont voulu qu'elle ne soit pas acceptée, on réussit quand même à comprendre combien la division peut être profonde. Elle peut exister, non pas seulement en Angleterre, mais aussi dans un village comme à Bamoun. Et on remarque qu'en même temps, il existe des peuples très invisibles sur la scène internationale, comme le peuple Mbanganté, qui accepte une reine blanche sans aucune contestation.
Et on parvient à nous dire, qu'est-ce que la modernité veut vraiment dire? Qu'est-ce que le respect de l'autre veut vraiment dire? Parce que quand les gens refusent Meghan, parce qu'elle est métisse, ils ne refusent pas simplement Meghan, mais ils refusent, c'est une insulte directe à tous les peuples noirs de la terre. Ils disent à tous les peuples noirs et les peuples métis, vous ne valez rien, vous n'avez pas droit à ce qui est beau. Mais quand on parle de cela, on se dit, pourquoi le racisme est une maladie mentale? Mais parce qu'elle est très hypocrite et très égoïste. À la fois, elle crée ses priorités quand ça l'arrange et à la fois, elle dissout ses priorités quand ça l'arrange pas. Parce qu'on peut dire non à Meghan parce qu'elle est métisse et quelque chose qui ne se comprend pas. Mais quand ces mêmes personnes ont envie, je n'accuse pas l'Angleterre, attention, hein, attention, je parle des gens qui fabriquent les consciences. En même temps, quand elles doivent venir dans des pays noirs ou encore dans les pays collaborateurs pour exploiter les matières premières, ces matières premières perdent la couleur. Perdent de couleur, ça dit que ce ne sont plus des matières premières exploitées par des mains noires. En ce moment-là, les matières premières changent de couleur, sont exploitées par des mains, mais qui changent de couleur. Moi, je trouve que, vous voyez, je n'insulte pas le racisme, je n'insulte pas les racistes, mais moi, je les appelle à une normalisation de leur mental. C'est une maladie mentale. Parce que ces mêmes personnes qui créent des divisions de partout à travers le monde, ce sont ces mêmes personnes qui viennent exploiter d'autres avec pour seule et unique volonté de se positionner en tant que leader sur la scène internationale. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un raciste se dit raciste, alors sois raciste dans l'ensemble. Si tu es raciste, alors sois-le. Reste-le. Mais ne sois pas raciste quand on va parler d'une personne et devenir raciste quand on te parle des ressources naturelles. Sois raciste dans tous les cas. C'est-à-dire quand tu dis que je n'aime pas quelqu'un, ne l'aime pas. C'est comme des gens qui vivent en France et qui ont des activités en France et qui me parlent de l'enrichissement culturel. Et tu te dis, mais il faut quand même être idiot. Si tu me parles de l'enrichissement culturel, ça veut dire que c'est un enrichissement qui est très centralisé, qui est très encadré, sur un site culturel. Mais la France, c'est un pays cosmopolite, d'où n'importe quelle personne peut s'exercer pour gagner sa vie. Alors si tu es en France, ne parle pas de l'enrichissement culturel. Crée l'enrichissement culturel dans un secteur, sur un secteur culturel qui peut t'aider à porter, à créer une certaine, une prépondérance de ta richesse, mais à un endroit très centralisé. Voyez-vous, quand on regarde la situation du monde et on entend des écarts de problèmes comme ceux que je cite souvent, on a simplement envie de nous dire que le véritable problème de ce monde, ce ne sont même pas les guerres, les soucis, mais les guerres proviennent de toutes les jalousies, de toutes ces personnes qui n'ont envie de voir nul autre réussir, de toutes ces personnes qui n'ont envie de voir nul autre parvenir à obtenir quelque chose. Ces personnes qui ont un problème avec les gens qui réussissent, ces personnes qui ont un problème avec des personnes qui sont écoutées, ces personnes qui discutent toujours et qui ont un problème avec n'importe quelle personne. Ce sont des gens qui n'ont pas un réflexe mental qui leur permet de se trouver une place et de pouvoir y vivre sans aucun problème. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Moi, je dénoncerai toujours ça. Et je dirais que ce n'est pas normal. Quand on voit une personne qui est raciste, qui oublie toutes les raisons de la loi de l'existence. La loi de l'existence, c'est quoi? C'est que vous êtes là, vous avez votre couleur, moi je suis là, j'ai ma couleur, l'autre est là, elle a sa couleur. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Toutes les couleurs existent. Donc, quand on est raciste dans une sphère cosmopolite, il faut quand même reconnaître qu'on a un certain problème mental. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien changer, tout est inné. Un raciste qui se dit « je suis raciste », mais comment peux-tu être raciste et tu fréquentes les mêmes magasins que des gens qui portent des couleurs qui te posent des problèmes? Tu les trouves sur les mêmes marchés, tu les trouves dans les mêmes magasins, tu les trouves sur les mêmes places. Mais tu es raciste. Quand tu vois une personne raciste qui passe devant chez toi, une personne de la couleur que tu n'aimes pas, quand elle passe devant chez toi, tu fermes la porte. Mais seulement, quand tu rencontres, quand tu veux sortir de chez toi, qu'est-ce que tu fais?
Tu marches sur les pas de la personne que tu n'aimes pas pour suivre ton chemin. Ce que je dis là, ça fait partie en fait des lois de l'existence. Tu ne peux pas changer cette loi. C'est une loi qui est immuable. Donc elle existe et elle existera toujours. Et ce sera exactement pareil. Moi j'appelle au fait que les gens doivent se réveiller leur conscience de cette maladie mentale qui devient une sorte de dictature, de proximité. Parce que autour des gens qui créent cette maladie mentale qui est le racisme, en fait, ils sont obligés d'amener leurs proches à devenir racistes. Et leurs proches amèneront d'autres à devenir racistes jusqu'au moment où on tombera sur des personnes comme moi qui diront « Allez, on arrête l'histoire. On ne peut pas accepter le racisme. C'est pas possible. On ne peut pas accepter le racisme. Le racisme n'est pas quelque chose pour nous. On ne peut pas refuser une personne à cause de sa couleur. Mais on refuse une personne à cause de ses agissements. Point barre. Pas parce que la personne a une couleur. Je vous dis une chose. Quand vous rencontrez une personne au début de vos relations, est-ce que vous voyez sa couleur? Non, vous voyez juste une personne. Mais vos relations évoluent en fonction de l'importance et du respect que vous accordez à la personne. Elles peuvent ne pas être évoluées si ces réflexes de bon sens sont complètement dissous par le comportement de chaque camp. Regardons un peu comment font les racistes. En fait, ce sont des personnes ignorantes. Je les insulte. J'insulte pas une personne, j'insulte un mental et je demande de réguler ce mental parce que c'est important. Ce sont des personnes racistes qui, en réalité, ont compris que le racisme est une sorte de marchandise. Et donc, elles obligent leurs proches, même leurs proches qui portent le bon sens. Peu importe que ces personnes, finalement, finissent dans des hôpitaux psychiatriques, parce qu'elles se trouvent mentalement obligées de détester une personne qui ne leur a rien fait du tout. Mais pour se joindre à l'opinion collective, en fait, elle doit prendre, ses proches vont accepter de se détruire mentalement. Et sans compter les enfants qui naissent dans des milieux raciaux. Ils sont obligés d'être racistes. Quand ils sont petits, ils sont à la maison, ils détestent les autres, ils vont dans les mêmes magasins qu'eux, ils se retrouvent dans les mêmes piscines, ils se retrouvent dans des mêmes hôtels, mais ils sont quand même racistes. Quand ils grandissent, ils vont à l'école. Ils sont obligés de collaborer avec des gens d'autres couleurs. Et même s'ils ne vont pas dans les mêmes écoles qu'elles, ils les croisent dans les rues, sur les marchés, dans les magasins, sur la sphère publique, sur des places. Elles ne peuvent pas dire non. Et si elles ne se croisent pas sur toutes ces places, sur les mêmes plateformes où ces personnes racistes sont, si je cite le cas par exemple de Facebook, Instagram, je sais pas, tous ces réseaux sociaux que vous connaissez, en fait tout le monde est lié. Tu peux pas te dire je suis raciste et tu vas sur Facebook avec une personne qui est d'une couleur que tu détestes. Alors, inscris-toi de Facebook. Sors de là. Tu peux pas me dire que tu es raciste et tu achètes tes produits sur Amazon. Sur Amazon, les personnes que tu détestes achètent leurs produits sur Amazon. Vous comprenez pourquoi? Moi, je peux encore citer de millions d'exemples pour vous amener à comprendre à quel point le racisme est une maladie mentale qui déstructure la logique. Et les enfants qui vont à l'école sont obligés de subir cette oppression mentale pour fabriquer l'émergence et la durabilité du racisme. Les enfants plus tard se retrouvent face à ce questionnement. En classe, ils ont des camarades qui sont d'une autre couleur, mais qui ont un problème avec eux sans jamais leur avoir adressé la parole. Ce sont les enfants racistes qui portent ce poids mental. Les enfants qui sont racisés, eux, dans leur camp, n'ont aucun problème. Ils parlent aux racistes. Les racistes qui se sont fabriqués une maladie dans leur tête, les détestent. Et ils sont obligés de porter ce poids de la haine, alors qu'en réalité, au départ, c'était des personnes qui pouvaient s'affranchir de ce poids de la haine, de ce racisme organisé, si ces personnes n'avaient pas été culturellement appuyées pour subir cette oppression mentale qui plus tard devient qui dégénère pour devenir une maladie mentale. Comment être raciste dans un monde dans lequel quand la pluie tombe du ciel, des gens comme moi faisons les témoignages pour dire qu'on a vu un buste dans le ciel éclatant, magnifique, qui portait une couleur
qui était mulâtre. Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça quand je dis mulâtre? C'est-à-dire que c'est une sorte de couleur comme moi, mais beaucoup plus étincelante. Beaucoup plus éclatante, si on veut dire. Comment pouvons-nous dire ça? Comment est-ce que le racisme peut se fabriquer? Et vous savez, ces gens qui ont cette culture de pouvoir monter les unes contre les autres. Quand je regarde aujourd'hui l'histoire un peu qui se propage dans le monde entier, on voit, je viens de découvrir une information sur TF1, en fait, qui explique que il y a eu plus de 131 millions d'euros qui ont été détournés dans le monde entier par des gens. Des gens qui sont de toutes parts, qui créent des réseaux d'escroquerie. C'est vrai. Et ce n'est pas simplement en Europe. Ces pôles d'escroquerie sont partout. D'ailleurs, je vais vous dire une vérité. Au Burkina Faso, ils ont détourné des milliards dans les caisses du Burkina. Au Cameroun, ils ont détourné des milliards dans les caisses. Quand je parle des caisses des gouvernements. Non seulement ça, il y a une sorte de société qui est venue, elle s'appelait la société Sun, qui est venue s'implanter, qui vendait des panneaux photovoltaïques et qui ont escroqué des gens qui se retrouvent aujourd'hui en train de pleurer leur argent. En fait, une sorte de prépondérance du Madofique qui continue en fait d'émerger dans le monde. En fait, comme une sorte de Pandore que Madoff a ouvert et qui continue en fait d'émerger. Il y a quand même quelque chose de très difficile à comprendre dans ces situations-là parce que nous avons la possibilité de ne pas vivre cette difficulté dans notre monde. Nous avons la possibilité de vivre ensemble et notre formule, c'est la bonne. Quand aujourd'hui on pointe, on regarde une injustice, mais quand je parle d'une injustice, c'est une injustice complètement ouverte. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est quelque chose de simplement inadmissible. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est aussi la réponse au bon sens. C'est aussi cet aménagement de l'esprit qui nous permet de dépasser la domination pour parvenir à une cohésion sociale et politique. Faire la politique, ce n'est pas la domination. Il faut faire une différence entre la dictature et la politique. La politique, c'est une réponse à une demande. La politique, c'est comme une sorte de commerce. Il y a l'offre, il y a la demande et il y a l'offre. Si ici, il y a un inversement de la réponse, on peut quand même s'en rendre compte que si dans le commerce, c'est l'offre et la demande, la politique doit répondre à la demande et à l'offre. Le contraire ne peut être possible. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Pour être élus, ils font une campagne électorale où ils exposent leurs besoins. Si la demande est d'accord, alors la demande adhère majoritairement. Et si la demande n'est pas d'accord, elle change de côté, elle change de sens et elle choisit une autre. Alors, ce moment, le politicien qui se dit, voilà ce que je peux faire pour vous, ne vend rien. Mais c'est la demande qui achète l'offre. C'est la demande qui achète. Je dis ça, on va dire oui, c'est la même chose. Mais proprement dit, la politique, c'est la réponse à une demande. En réalité, la politique, ce n'est pas la dictature. La politique, ce n'est pas une invasion. La politique, ce n'est pas ce manque d'éthique de la collaboration. Les frontières du monde ont toujours existé. Mais si on n'est pas capable de comprendre qu'à un moment donné, une frontière, c'est une frontière et elle a le droit de perdurer, en fait, on continuera. Parce qu'après avoir détruit la Palestine, Gaza en Palestine, j'ai entendu qu'il faut aussi exploiter une partie du désert du Sinaï. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Pousser les frontières jusqu'à entrer chez le président Sisi? Pousser les frontières jusqu'à dépasser et repousser les frontières jusqu'à arriver en Afrique? C'est quoi le truc? C'est quoi la réponse? Moi, je vais dire à ces gens,
Je vais dire à ces gens qui ne comprennent pas que la politique, ce n'est pas la dictature, que ce qui se passe aujourd'hui, en Palestine, c'est une haine purement et simplement gratuite. Mais cette haine, vous savez ce qui se passe? C'est qu'elle va tourner comme une sorte de boomerang et elle va revenir se localiser à l'endroit. Je vous rassure que si je vous le dis, croyez-moi, ça se passera comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer une sorte de haine collective. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a tellement des positions qui sont prises, si bien qu'aujourd'hui, les gens sont capables de mourir pour leur liberté. Et ça, c'est la vérité. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je parle, je n'accuse pas. Que les gens qui se sont accusés, ce sont des personnes qui sont concernées. Si une personne n'est pas concernée, ce n'est pas son problème. C'est comme quand j'évoque le racisme ou les divisions. Les gens qui ne sont pas concernés ne sentiront aucune menace. Mais les personnes qui se sentent concernées vont directement passer sur mes réseaux sociaux, comme quand j'avais dénoncé l'escroquerie qui s'était faite, l'escroquerie de la liquidité qui s'était faite au Congo et au Burkina Faso. Il y a eu des gens qui sont rapidement passés sur une chaîne de télévision pour dire de ne pas croire en ce que je disais, parce que je raconte n'importe quoi. Oh, cette escroquerie s'est avérée se développer aujourd'hui jusqu'en Europe. Et c'est là qu'on découvre, et c'est pas simplement en Europe. Si vous pouvez savoir l'invasion de cette escroquerie, vous n'allez jamais comprendre. Continuez à suivre l'argent. Je vous avais dit quoi, moi aussi? Que de toutes les façons, aujourd'hui, avec la trace informatique, l'argent ne peut pas se perdre. L'argent ne peut pas se perdre. On trouvera toujours où se trouve l'argent. Et d'ailleurs, si vous commencez à pucer l'argent comme on puce les gens aujourd'hui, les billets de banque, donnez un billet de banque à une personne. Pucez le billet de banque. La personne va prendre le billet de banque pucé et elle va l'amener n'importe où. On va trouver ce billet là-bas et on va pouvoir dégager tous ces réseaux qui détruisent la stabilité du monde. Voyez-vous, quand moi je vous invite à la croyance en Dieu, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ou parce que je vous déteste, ou parce que j'ai envie que vous ayez un problème. Non, c'est parce que je vous préviens. C'est qu'en effet, les gens peuvent utiliser le nom de Dieu pour combattre contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme moi, vous avez vu qu'il y a eu des gens qui se sont dit, comment faire pour l'attraper? En fait, on va l'induire dans une sorte d'adultère, et comme ça, on va pouvoir la coincer. Heureusement que Dieu est grand. Vous voyez? Parce qu'il y a eu des gens qui ont montré des exemples. Que si on l'induit dans une adultère complètement erronée et complètement façonnée, en fait, on va pouvoir la faire tomber. Et il y a 7 ans, je suis tombée dans cette anarchie qui m'a valu, qui m'a coûté presque tout ce que j'avais. Et de nos jours, ça continue. Vous croyez que je suis la seule? Non, je ne suis pas la seule parce que toutes les personnes qui adhèrent à cela vont pouvoir exactement tomber dans le même piège. Pourquoi? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Occident. En Occident, il y a eu toutes sortes de dépravagations. On dit oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Sois libre. Libre dans quoi? On ne peut pas se parler libre quand la liberté elle-même en soi n'existe pas. On ne peut pas. Prenons l'exemple. Vous pouvez boire de l'eau quand vous avez soif. Mais si vous n'avez pas sommeil, vous ne dormirez pas. Ça, c'est la loi d'existence. Tu ne dors que si tu as sommeil. Si tu fermes les yeux et tu n'as pas sommeil, tu ne peux pas dormir. Donc, où est la liberté quand tu ne peux pas te dire, je dors, je ferme les yeux et le sommeil vient? Non, parce que le sommeil vient quand il vient. Parce que ça fait partie de la loi d'existence. Des choses programmées, innées, qui existent et qui ne peuvent changer. Ça, c'est toute la réalité. Mais moi, je vous invite à comprendre la loi de Dieu. J'invite également tous les peuples de la terre qui sont des croyants et des croyantes à mettre la loi au cœur de vos mouvements, de croyances, de pratiques religieuses. Mettez la loi de Dieu, pratiquez la loi de Dieu parce qu'elle est importante. Parce que quand Dieu donne la loi et que vous savez que le prophète Moïse était un Égyptien qui connaissait rien de la création du monde, du temps du prophète Noé, du temps d'Adam et Ève, du prophète Enoch, du prophète Noé, Enoch et tous. En fait, Enoch et Noé, ainsi de suite, vous savez très bien que il faut parvenir à mettre Dieu au cœur de toutes vos actions. Évitez de tomber
dans l'ignominie. Parce qu'au moment où vous appelez le nom de Dieu, il faut que le nom, ce que Dieu vous réponde. Acceptez que Dieu dise, ok, moi je te dis fais ça, alors tu dois faire ce que je te demande. Ne fais pas autre chose parce que c'est ça que je veux que tu fasses. Et comme ça, quand vous appellerez son nom, il sera présent. Et si jamais quelqu'un vous ferme la porte, restez appuyé sur une porte qui vous ouvre, qui vous est ouverte. Parce que c'est important. Il y a un tas de gens qui ont dit que je dis des choses que je ne fais pas, qui cherchent à me dénigrer, qui cherchent à trouver des moyens pour me dénigrer. Mais même dans le plus grand dénigrement, Dieu permettra que je me sorte d'une situation. Je ne sais pas, vous êtes au courant de cette histoire qui m'est arrivée, je ne vais pas relater, qui m'est arrivée sur Facebook où il y a un jeune qui a créé un faux profil d'un artiste pour me piéger. Peut-être que même c'est partant de là que les gens ont remonté le parcours aussi. Peut-être ça a aidé. Parce que quand je me suis sentie piégée, je me suis dit je ne dois pas laisser tomber, mais je dois continuer à comprendre un peu ce qui se cache derrière tout ça. Et j'ai continué, vous voyez, jusqu'à découvrir. Je ne suis pas en train de trahir ce jeune. J'ai découvert que c'était un monsieur qui n'avait pas de possibilité de vie. En fait, c'était quelqu'un qui avait perdu ses parents. Il était un peu plus qu'à deux. C'était un jeune garçon qui avait perdu ses parents. Il devait élever sa sœur, ainsi de suite. Bon, les gens qui me connaissent vont dire, elle est tellement idiote, elle croit en tout ce qu'on raconte, peut-être. Mais s'ils savaient que c'est le cas, cet homme est une victime ou un coupable. Victime dans un monde dans lequel on dépense des milliards pour des guerres, mais on a des gens comme ça qui sont obligés d'usurper l'identité d'autres personnes pour pouvoir vivre. En ce moment-là, on dit quoi? On regarde l'histoire là, cette histoire rocambolesque qui s'est passée aux États-Unis avec toutes ces grandes stars, qui a commencé d'abord par Weinstein, après c'est arrivé à ce monsieur qui s'est suicidé, ensuite c'est arrivé à Puff Daddy. Puff Daddy, Pipidi comme ils appellent. En fait ce monsieur, est-il coupable ou victime? Bien sûr qu'il est coupable parce qu'il a posé l'acte. Mais vous réalisez dans un monde où la pédophilie est entretenue, où l'inceste est entretenu, où aujourd'hui, on enseigne la sexualité à l'école, où aujourd'hui, on a introduit dans la sphère publique un troisième sexe qui n'a jamais existé depuis la création du monde, où aujourd'hui, on me dit, moi, que je dois coucher avec soit mon papa ou mon fils ou un membre de ma famille pour trouver une place dans la société, tout en me racisant. Vous réalisez qu'on condamne quelqu'un comme ce monsieur P. Diddy ou encore Weinstein. Moi, j'avais défendu Weinstein, moi. Pourquoi? Pas parce que je soutiens les méchants, mais parce qu'on émerge sur un système qui entretient le mal. Et pour avoir une place dans ce monde, il y a de nombreuses personnes qui sont obligées d'accepter ce mal-là parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et ça, c'est une réalité. Nul ne peut refuser cette évidence. Parce que moi, je suis au courant, moi, de la chose. Je le sais et je connais. Je sais un peu comment ça marche. Je sais un peu comment ça fonctionne. Et je veux me dire que il faut qu'on arrête de créer des coupables dans le monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter de créer des coupables. Il faut sauver les victimes. Ça, c'est la réalité. Toutes les personnes qui sont prêtes à tendre la main dans ce monde pour changer notre regard du monde et créer un monde beaucoup plus structuré, plus élevé, moi je suis avec elles. Mais les personnes qui croient que je dois remplacer Puff Daddy, parce que pour avoir une place, il faut sauter dans la mare de la bêtise. Moi, je ne ferai pas. Qu'importe le prix, qu'importe, je ne ferai pas. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Bonne journée à vous tous et à bientôt. Comme d'habitude, mes vidéos sont faites pour sensibiliser, pour élever les consciences et non pas pour les rabaisser.